Bonjour Fritz Inart. Vous êtes donc professeur de théologie pratique et c'est original parce que vous êtes un bon français, alsacien, mais vous enseignez en Allemagne à Heidelberg. J'ai bien dit, c'est Heidelberg, c'est ça? Heidelberg, oui. Heidelberg. Voilà, vous êtes prof de théologie pratique là-bas. Alors, j'aurais aimé discuter avec vous un peu, on parle de ces temps-ci, on parle beaucoup de cette Europe qui est divisée en deux, en gros, entre l'Europe du Nord, tous les pays d'Europe du Nord, Suède, Danemark, jusqu'en Hollande, y compris l'Allemagne où vous travaillez vous, et on oppose assez régulièrement ces pays du Nord aux pays du Sud qui seraient, alors les pays du Nord qui seraient rigoureux, riches, structurés sur le plan, enfin qui auraient structuré leur économie de manière rigoureuse, puisqu'ils n'ont pas de déficit, ils n'ont pas de grandes dettes, ce sont des pays qui font un peu la leçon aux autres, alors contrairement à ces pays latins qui sont en dépenses excessives, qui gèrent moins bien. D'ailleurs, je crois qu'on les appelle un petit parfois, pas c'est les Anglais qui appellent PIGS, mais certains les appellent les pays du Club Med, pour dire, bon voilà, ce sont des pays qui sont un peu légers dans la gestion. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut, sans trop tirer les choses à nous, est-ce qu'on peut dire que ces pays d'Europe du Nord, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont protestants? Est-ce que le protestantisme, la culture protestante, la tradition protestante, est-ce que tout ce contexte-là amène à une pratique sociale, politique différente? Déjà, on sait qu'il y a Max Weber avait parlé de ça à une époque. Est-ce que vous croyez un peu à ça? Est-ce qu'on peut dire ça aussi simplement? Alors évidemment que non, pas si simplement. Déjà parce qu'on se rend compte effectivement que cette division entre deux parties de l'Europe, il y a une part de clichés. Ça m'a frappé particulièrement lors de vacances en Grèce, où j'ai quand même découvert deux choses qui étaient intéressantes. C'est-à-dire que d'une part, effectivement, que si l'Allemagne contemporaine est l'héritière de l'Allemagne nazie, l'Allemagne contemporaine doit quand même 145 milliards d'euros à la Grèce, puisque c'est la somme qui a été confisquée par un prêt obligatoire par les Allemands aux Grecs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis d'un autre côté, en fait, il est beaucoup question des Grecs qui sont corrompus. Le corrupteur le plus actif et principal en Grèce s'appelle Siemens. Donc attention cliché, n'est-ce pas? Il faut veiller effectivement la matière à ne pas forcer les prêts, puisque sinon on fait une injustice, en tout cas en ce qui concerne les pays du Sud, parce que c'est quand même frappant justement quand on connaît un certain nombre de pays du Sud de près. Et moi j'avais vécu ça aussi pendant les 10 ans où j'ai enseigné à Montpellier. Il y a quand même un certain nombre de gens qui bossent et pour pas grand-chose. Oui, mais Alors, je ne crois pas que c'est la question autour du travail, c'est une question plus… Ouais. Oui, disons dans le cliché, il y aurait Ouais, juste dans le cliché, oui. que les gens du Sud ne travaillent pas. Moi, j'ai pu expérimenter pendant les 10 ans à Montpellier que c'est très loin d'être le cas, notamment aussi en ce qui concerne les pouvoirs publics et les services publics. Donc, je pense que d'une part, il faut tout de suite corriger le cliché pour ensuite essayer de donner des éléments d'explication qui permettent quand même de dire qu'il peut y avoir des différences entre le Nord et le Sud, et à titre hypothétique, voir si cette différence a des sources confessionnelles. Est-ce qu'elle a des sources avec… Quand même, ces pays sont de tradition protestante, malgré tout, quoi qu'on C'est fasse. certain, mais ce n'est pas la seule chose qui les caractérise. Voilà. On pourrait aussi mobiliser une théorie pas du complot, du climat, éventuellement, comme Montesquieu l'avait fait. Ça existe comme théorie. Ceci dit, les éléments de protestantisme peuvent jouer un rôle. Alors effectivement, vous avez fait allusion tout à l'heure aux propos de Max Weber, je les rappelle rapidement. Max Weber avait constaté que, toutes choses étant égales par ailleurs, les protestants sont souvent plus riches que les catholiques. Et il était bien placé pour expérimenter ce phénomène, puisque lui-même était d'origine catholique. Il était, du point de vue religieux, il disait unmusikalisch, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le sens musical dans la matière. Mais il était d'origine catholique et il vivait au pays de Bade, qui est une des régions en Allemagne qui sont vraiment mixtes du point de vue confessionnel. Donc, le toute chose étant égale par ailleurs était mieux assuré dans ce secteur que dans d'autres. Donc, ça, c'est un élément important pour comprendre son arrière-fond. Max Weber a enseigné à Heidelberg, personne n'est parfait. Et puis, donc, lui a cherché à savoir pour quelles raisons. Et il a évoqué deux hypothèses.
dont une se vérifie largement, et encore, et l'autre se révèle plutôt aventureuse. La première hypothèse, c'est la conception du travail. C'est-à-dire que ce qui l'a frappé, c'est que les réformateurs, tant germanophones que anglophones, ont traduit le terme pour occupation profane en vue de gagner sa vie par vocation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le métier en français, en allemand ça s'appelle Beruf, et c'est la même racine justement que Berufung qui veut dire vocation, et en anglais on parle de calling, donc justement là aussi d'appel, sous-entendu appel de la part de Dieu. Donc cela signifierait que la conception du travail en la matière est particulièrement forte, c'est-à-dire que l'investissement, y compris religieux, ne se fait pas en direction d'un au-delà, mais se fait dans le cadre des occupations profanes, notamment en considérant le travail comme une dimension de l'amour du prochain. Le travail apporte en soi une dimension de service d'autrui. Vous remarquez ça de la meilleure manière quand vous avez dans votre équipe, ce qui est mon cas, quelqu'un qui ne fait pas son travail. Ça veut dire que le travail reste aux autres, c'est un manque manifeste de l'amour du prochain, je peux vous le certifier. Donc, c'est cette perspective, effectivement, que l'obéissance à Dieu ne se fait pas en s'échappant au monastère, mais dans les occupations du quotidien. Ce qui est intéressant d'ailleurs chez Luther, c'est que ces occupations du quotidien ne sont pas limitées au métier, mais relèvent aussi de l'engagement de la famille. Il faudrait aujourd'hui, dans l'interprétation de cette notion de vocation, ajouter le monde associatif, l'engagement politique, etc., pour éviter de focaliser trop, ce que la tradition protestante a fait, sur le travail. Donc, nous avons plusieurs vocations. Une vocation, dans mon cas de professeur, une vocation de père de famille, une vocation d'époux, une vocation de membre d'une église, etc. Donc, je pense qu'il faut diversifier ce concept de vocation. Voilà, alors ça, c'est une racine qui conduirait effectivement à mettre un investissement plus fort dans le travail que dans un contexte catholique où la vocation, où l'obéissance à Dieu se situerait plutôt dans un retrait du monde que dans un investissement du monde. Ceci dit, il faut bien voir qu'il y a là aussi une part du cliché. C'est-à-dire que quand on voit comment fonctionnaient les monastères au Moyen-Âge, prétendre qu'ils représentaient une forme de fuite du monde est historiquement faux. C'était des maillons indispensables de l'économie locale. Et les moines, mine de rien, pendant les siècles médiévaux, ont construit des ponts, par exemple, défriché des terres. Donc, en fait, considérer le monachisme comme une fuite du monde est un peu abusif. Les protestants aiment bien ça, mais c'est un peu abusif. C'est Luther qui disait ça, hein, surtout. Des vœux monastiques de Luther, les choses sont assez claires en la matière. Oui. Mais Luther n'a pas toujours raison dans sa description des phénomènes. C'est clair. Donc, je pense que là, il faut être prudent, mais en tout cas, il peut y avoir néanmoins un investissement plus fort dans le travail, dans une spiritualité protestante, parce que justement, ce serait l'expression de l'amour du prochain. Mais donc, la bonne manière de servir Dieu. Mais l'idée de la thèse de Weber, c'est l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a un protestantisme, il y a quelque chose dans le protestantisme qui va avec l'économie de marché. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. Alors ça, c'est sa deuxième hypothèse qui ne se vérifie que très partiellement si on considère les textes. Mon collègue historien, donc Christoph Strom, à la faculté à Heidelberg, a réexaminé ces textes et il a très peu trouvé de traces de cette thèse de Max Weber. Alors je la présente, la thèse de Max Weber. Lui, il dit les protestants, et notamment les protestants réformés, croient en la prédestination. Et du coup, se pose pour vous une question existentielle. Êtes-vous prédestiné pour le salut ou êtes-vous prédestiné pour la perdition? Vous ne le savez pas. La question alors, et vous ne pouvez rien faire pour être prédestiné pour le salut, puisqu'il s'agit de prédestination, en dépit de votre volonté. Par contre, vous pouvez trouver moyen de savoir si vous êtes élu. Et dans cette tradition, vous avez deux possibilités à cet égard. Vous avez premièrement l'éthique rigoureuse. Si la foi juste conduit à des œuvres opportunes, ça signifie que l'absence d'œuvres opportunes signifierait que vous n'avez pas la bonne foi. Et donc, vous ne seriez pas prédestiné pour le salut.
Et vous avez une deuxième manière, donc vous allez travailler, vous allez être extrêmement rigoureux dans votre éthique pour vous démontrer à vous-même et accessoirement à votre prochain que vous faites partie des élus. Mais il y a une deuxième source, c'est l'idée que Dieu bénit celui qu'il aime. Donc, excusez-moi de dire ça un peu familièrement, plus vous avez de grosses patates, plus vous avez de chances d'être élu de la part de Dieu, puisque vous en êtes aimé. Donc, vous avez deux choses. D'une part, il faut que vous accumuliez de la richesse, et d'autre part, vous avez du mal à dépenser cette richesse, puisque sinon, vous allez avoir des problèmes avec votre éthique. Donc, vous n'avez qu'une seule solution, investir. Et c'est ainsi, c'est la thèse de Max Weber, que c'est constitué l'accumulation primitive du capital. C'est sa formulation. C'est ça, oui. Donc, c'est cette logique. Sauf effectivement que si vous regardez les textes, vous avez relativement peu, en fait, de traces. Chez Calvin, vous n'avez pas ce genre de propos. Vous avez une petite trace à la question 85 du catéchisme de Heidelberg, où effectivement, une des fonctions des œuvres, c'est de montrer qu'on est élu. Mais cette thèse est relativement peu répandue dans les textes, en tout cas, du XVIIe siècle. Donc, il faut, là encore, être prudent. Moi, je crois plutôt, en fait, à un troisième élément que Max Weber n'a pas perçu, mais qui serait l'élément que, techniquement, on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine de l'Église. Dans le protestantisme, il y a une logique de la subsidiarité, c'est-à-dire de la proximité des centres de décision par rapport au terrain, qui est beaucoup plus grande que dans le catholicisme. C'est-à-dire que les pays catholiques souffrent comment dirais-je, d'une obsession de la souveraineté. C'est particulièrement frappant, notamment donc, dans la monarchie française. Un de mes collègues de Strasbourg, Gilbert Vincent, a écrit un texte tout à fait pertinent qui s'appelle « Critique de la conception française de la souveraineté ». Et en fait, cette conception de la souveraineté est d'origine catholique. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire qu'être souverain, ça signifie ne pas avoir de contre-pouvoir. Et de ce point de vue, vous êtes obligé, d'une certaine manière, de centraliser votre propos à l'extrême. Et vous avez là, en particulier en France, une logique qui démarre avec la monarchie, y compris avec cette idée justement que l'Église doit aussi être à la botte du monarque, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Et par la suite, en fait, dans le jacobinisme, cette idée que l'essentiel des décisions doivent être prises par l'instance centrale. Cela signifie en fait que le pouvoir est loin. Et vous avez peu de pouvoir sur le pouvoir. Donc, vous avez beaucoup moins tendance à vous investir que si, dans mon cas, mon chef, il est acheteur de cartes. Ce ne sont pas des kilomètres. Ça signifie pour lui que si jamais il fait quelque chose qui n'est pas opportun, ceux qui vont le contredire et ceux qui vont en souffrir sont relativement proches et lui feront sentir. Et à l'inverse, moi, les chemins sont courts. C'est-à-dire qu'assez rapidement, je peux aller m'adresser à mes supérieurs hiérarchiques et modifier une décision qui n'est pas bonne. Cela signifie fort logiquement un investissement dans la société plus grand que dans une logique, ceux là-bas au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, moi je ne suis pas concerné. Et ça, vous pensez que ça vient de la structure catholique, de la structure de l'Église catholique? La souveraineté, cette théorie de la souveraineté vient du catholicisme, et ça peut être démontré, puisqu'en fait, cette conception est concomitante avec la réflexion sur la toute-puissance de Dieu. Et il faut bien voir que la notion de toute-puissance, telle que nous la développons actuellement, enfin telle que nous en sommes les héritiers, date du nominalisme au Moyen-Âge. La même époque, en fait, où les papes ont commencé à réclamer un pouvoir absolu pour eux. Et donc, c'est dans cette logique-là que s'est développée cette notion, justement, de souveraineté qui a été reprise par la monarchie française, notamment avec Louis XIV. Ça a été reconnu par la Révolution, d'ailleurs, aussi, non? Ça a totalement été reconduit par la Révolution, mais toujours effectivement dans cette idée qu'une véritable souveraineté ne souffre pas de contre-pouvoir, notamment pas celui des régions, des provinces, comme on disait à l'époque, ou des notables locaux, dont on a détruit les châteaux. Donc tout ça, c'est dans une logique, effectivement, où le pouvoir doit être concentré
sur une seule personne, totalement à l'envers de la tradition du catholicisme du premier millénaire, où une vérité n'était pas attestée parce que le pouvoir central la disait, mais parce qu'on était plusieurs à la dire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus une logique de la collégialité et du débat que ce qui s'est développé à partir justement du 11e, 12e siècle. En fait, la dispersion des protestantismes en plusieurs églises, naturellement, provoque ça, en fait, provoque ce débat, cet échange. Ça, c'est un élément. Ouais. L'élément le plus fort, notamment dans la tradition réformée, me semble être la rupture avec le phénomène de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'Eucharistie, la théologie eucharistique, donc de la Sainte Seine, va de pair avec une conception du prêtre. Puisque dans la théologie eucharistique classique, le prêtre dispose du pouvoir de convoquer Dieu en marmonnant les paroles d'institution. Et donc, de ce côté-là, il dispose d'un pouvoir énorme, qui d'ailleurs a été suivi, c'est ce qu'on appelle la potentia ordinationis, pardon, le pouvoir qui est lié à son ordination, et qui a pour conséquence la potestas jurisdictionis, c'est-à-dire qu'il peut aussi justement décider qui a accès à la Sainte Seine et qui ne l'a pas. Ce qui a donné naissance justement aussi à la confession auriculaire, et qui représente d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les femmes n'ont eu le droit de voter en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vu que les curés étaient tous monarchistes, ils pouvaient influencer les femmes qui étaient plus pieuses que les hommes de façon immédiatement politique, et ça représentait une menace directe pour la République. Donc c'est absurde, évidemment. Oui, c'est vrai. Mais ça montre en fait tout le pouvoir qui était lié au prêtre et qui est lié justement à l'accès à l'Eucharistie. Or, de ce point de vue-là, ce que les réformés en particulier ont fait de plus fort historiquement, c'est de rompre ce lien direct entre les choses humaines et les choses divines, c'est-à-dire de ne plus accorder ce pouvoir immédiatement au prêtre, puisque celui qui établit le lien entre les éléments, donc le pain et le vin, et le corps et le sang du Christ, c'est le Saint-Esprit, ce n'est plus le prêtre. N'est-ce pas? Donc il y a une rupture avec cette théologie eucharistique, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de monopole, d'une certaine manière, du prêtre en ce qui concerne le pouvoir et accessoirement la vérité. Donc ça a des conséquences directes sur la conception de la politique, directement, conception du pouvoir que nous avons. Dans la mesure où vous n'avez plus de pouvoir de type monopole, vous avez un pouvoir pluriel. Et ce pouvoir pluriel s'est exprimé très rapidement dans l'univers réformé avec John Locke et la séparation des pouvoirs. La logique de la souveraineté à la française a les pires difficultés, à l'origine en tout cas, avec la séparation des pouvoirs. Ça s'est modifié seulement en fait autour de la Troisième République, où on peut vraiment dire que la société française s'est démocratisée. Ce n'est pas la Révolution, c'est la Troisième République, où un certain nombre de gens étaient influencés aussi par ce qu'on appelle le solidarisme, qui établissait un primat de la société par rapport à l'État. Donc, nous avons des forces en France qui permettent de sortir d'une logique de la souveraineté à la française. D'accord. Moi, j'ai aussi une question par rapport à l'État. Oui. On a l'impression en France que l'État, d'abord, il est tout puissant, on est d'accord, mais en plus, l'État, il a tous les pouvoirs, tous les défauts, et il doit tout faire. C'est-à-dire que c'est une mère, quoi. Il y a un aspect maternel dans l'État, il y a un aspect autoritaire, il y a toutes les fonctions. Est-ce que cette fonction de l'État, elle n'est pas directement calquée sur l'Église catholique, sur le fonctionnement de l'Église catholique? C'est un peu exagéré peut-être, mais est-ce qu'on peut faire ce lien-là? Complètement. Et ça, on peut le faire par plusieurs aspects. D'une part, d'un point de vue vocabulaire, c'est quand même frappant qu'en France, on parle d'État-providence. Théologiquement, c'est fort de parler d'État-providence. Dans les pays protestants, on ne parle pas d'État-providence? Ah non. On parle d'état de prospérité, mais on ne parle pas d'État-providence. D'accord. Jamais rencontré ce terme en Allemagne. D'accord, intéressant. Ouais. Alors, d'une part, donc, du point de vue vocabulaire, il y a un aspect qui est intéressant. L'autre aspect, c'est de se rendre compte que l'État français laïque a établi ses propres structures en opposition symétrique à l'Église catholique. La mairie face à l'Église, l'instituteur face au curé, etc. Donc, on est resté dans une même logique. Oui, c'est les deux France, en fait, qui sont face à face. Quoi. Ouais. Mais avec un même présupposé souverainiste. Donc là, il faut bien voir justement qu'il y a cette dimension qui est présente aussi et qui fait en sorte qu'il y a une espèce de continuité justement entre une conception catholique du pouvoir et le pouvoir de l'État laïque.
Et après, il faut bien se rendre compte que combien cette figure a été marquante, c'est-à-dire cette idée effectivement que l'État national doit s'occuper de tout. C'est seulement en fait au fur et à mesure du XIXe siècle que l'État, en France fortement, dans les autres pays aussi, mais moins, s'est approprié un certain nombre de fonctions qui jusqu'à ce moment-là ne lui étaient pas attribuées. La santé, l'université avait une souveraineté. À Heidelberg, il y a une prison pour les étudiants. Oui, organisée par l'université. L'autonomie de la faculté. Oui. Donc, l'économie, de toute façon, c'est-à-dire que le colbertisme, cette idée effectivement que l'État est censé gérer l'économie, c'est relativement tardif, si on y réfléchit. La religion, de toute façon, c'est-à-dire que tous ces éléments étaient en fait différenciés du point de vue de leur fonctionnement et de leur logique, et ont été nationalisés dans le cadre du nationalisme tel qu'il s'est présenté au XIXe siècle, et qui a demeuré en fait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale dans certains pays. En France, il a commencé à être ressenti comme un problème à partir de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment rendu compte à quoi peut conduire le nationalisme. N'est-ce pas? Rappelons-en les données, 40 millions d'habitants, 8 millions d'hommes mobilisés, 1 400 000 morts et 800 000 mutilés. C'est un traumatisme énorme. En Allemagne, la même chose a eu lieu en 1945. C'est-à-dire que 5,7 millions de soldats tombés au front, dont plus de la moitié pendant la dernière année de la guerre. Alors qu'en fait, militairement, ça n'avait plus de sens. Là aussi, c'est un traumatisme qui fait en sorte qu'on ne peut plus être nationaliste. Alors pour moi, l'expression sociologique la plus intéressante de la fin de ce nationalisme, c'est Georges Brassens. Ah bon, comment? C'est vraiment l'émergence du sujet individuel, c'est l'individualisme. Et combien de fois, en fait, Georges Brassens fait allusion à la Deuxième Guerre mondiale en se démarquant justement de ce patriotisme et de ce nationalisme. Donc, je pense qu'il est de ce côté-là, il est tout simplement paradigmatique. Et de ce point de vue, on se rend compte justement qu'actuellement, l'État souverain ne fonctionne plus comme ça. Tout simplement aussi parce qu'il ne peut pas disposer de l'information suffisante pour gérer une société devenue tellement complexe. À partir des années 80, on s'en est rendu compte avec l'échec de la tentative soviétique. Il n'est absolument pas possible qu'une instance unique puisse gérer l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que l'État ne peut plus fonctionner comme étant l'instrument de la maîtrise commune du destin collectif. Et ça, vous pensez que les pays du nord de l'Europe l'ont assimilé, le vivent naturellement depuis longtemps? Voilà, je dirais que c'est plus dans leur gène. Oui, c'est ça. Parce que l'Allemagne n'a cessé d'être fédérale que pendant la période nazie, finalement. Il a toujours été normal et logique qu'il y ait des Länder, donc des petites régions, des plus petites régions en tout cas que l'État national, qui disposent d'une large part de souveraineté. Et donc, il me semble que cette logique ecclésiologique, donc relevant du fonctionnement de l'Église, est plus pertinente que les spéculations au sujet de la prédestination.